Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans le cadre de cette présentation des différents types de textes, nous allons voir aujourd'hui le texte descriptif. Alors quand on dit décrire, c'est montrer, c'est brosser, c'est dépeindre, c'est aussi exposer ou bien retracer. Donc pour décrire, on a besoin de voir, de regarder et d'observer. Pour pouvoir montrer les formes, les couleurs, les lumières, les bruits, les sons, les odeurs aussi. Donc, on a souvent recours aux 5 organes de sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Alors, la description a plusieurs fonctions. Elle a la fonction explicative, c'est-à-dire on décrit pour renseigner, pour montrer certaines choses. Donc, on trouve ça surtout dans les documentaires. On décrit aussi pour faire un jugement qui peut être ou bien valorisant ou bien dévalorisant. Elle a aussi une fonction poétique, donc là, elle est purement esthétique. Elle peut aussi être expressive, c'est-à-dire on décrit pour créer une impression, c'est-à-dire impressionner le lecteur ou bien celui qui nous écoute, attirer son attention sur quelque chose, par exemple un lieu ou bien un personnage ou bien un objet, etc. Puis encore, la description peut se faire du haut vers le bas, par exemple, de l'extérieur vers l'intérieur, du général vers le particulier, ou bien du particulier, ou bien les détails vers le général. C'est-à-dire, il y a plusieurs techniques qui permettent, ou bien qu'on peut utiliser pour décrire. Puis, la description s'organise souvent suivant une progression thématique, c'est-à-dire vous avez un sujet quelconque ou bien un lieu quelconque qu'on veut décrire et donc on le décrit en utilisant un champ lexical, en utilisant des figures de style par exemple, en utilisant des adjectifs, etc. Alors la question qu'on peut se poser pour comprendre le texte descriptif, qui voit et qu'est-ce qu'on décrit? C'est-à-dire la personne qui voit, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est le narrateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est externe ou bien extérieur du texte? Puis, qu'est-ce qu'on décrit? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un lieu? Etc. Puis souvent, la description est introduite ou bien est insérée dans un récit. C'est-à-dire, vous avez le récit, on raconte, puis à un certain moment de la narration, on fait une pause. Donc cette pause-là est faite pour, par exemple, présenter un personnage, décrire un lieu, etc. Alors, on a essayé de récapituler un petit peu ce que je viens de vous dire dans la partie suivante. Donc, dans le texte descriptif, il sert d'abord à donner les caractéristiques d'un être, d'une chose ou bien d'un objet, d'un lieu, d'un personnage, d'un animal, d'un sentiment, etc. C'est-à-dire on peut décrire un sentiment, on peut décrire par exemple quelque chose qui n'est pas forcément concrète. Puis, la description permet au lecteur ou bien à l'interlocuteur de visualiser ou bien d'imaginer ce qui est décrit. Il s'efforce par les mots d'évoquer une réalité que le lecteur ne voit pas, mais qu'il peut imaginer. C'est-à-dire quand on décrit, la personne qui nous écoute ou bien qui lit le texte dans lequel il y a la description, il commence à se faire des images ou bien il y a des images qui passent par son cerveau et bien sûr, tout en lisant le texte, il voit à travers cette description les choses, le lieu ou bien la personne qui est décrite, etc. Et la description sert à créer une atmosphère ou bien une impression, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, quels sont les moyens utilisés pour faire une description? Donc, pour les temps verbaux, vous avez souvent le présent et l'imparfait. C'est pas comme le récit. Dans un récit, vous avez les temps du passé, parce qu'on relate ou bien on raconte des événements du passé. Dans un texte descriptif, c'est pas forcément le passé, mais vous avez, par exemple, comme j'ai dit, la description qui est insérée dans un récit, et vous avez bien sûr le personnage ou bien le narrateur qui décrit, et on utilise le présent et l'imparfait dans le texte descriptif. Puis vous avez l'emploi des indicateurs spatio-temporels, surtout
Quand on dit les indicateurs spatio-temporels, c'est-à-dire de l'espace et du temps. Les temps pour marquer les événements, les actions, et l'espace pour marquer les lieux. On les appelle également les localisateurs ou bien les indicateurs de lieu ou bien de l'espace. Là, vous avez quelques exemples. Ici, à côté, près de, en haut ou bien en bas, ailleurs, devant, derrière, etc. Les indicateurs temporels, vous avez, quand il s'agit d'une insertion de la description dans un récit, on trouve des indicateurs temporels comme lorsque, quand, jadis, autrefois, dans le passé. On peut également utiliser des chiffres pour marquer les années, etc. Donc là, c'est quand on a la description qui est insérée dans un récit. Pour la syntaxe ou bien le vocabulaire, vous avez le vocabulaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est relié aux cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat ou bien l'olfaction, le toucher, la vue et le goût. On utilise également des adjectifs. Il y a l'emploi des verbes de perception et de sensation, comme le verbe voir, le verbe regarder, le verbe sentir, le verbe ressentir, entendre, contempler, etc. Emploi des subordonnés relatifs, c'est-à-dire la nature des phrases utilisées dans le texte descriptif. On peut utiliser des phrases ou bien des subordonnés relatifs. Il y a également des compléments du nom. Exemple, le loup, une bête solitaire et sauvage. Donc là, on décrit le loup et on a utilisé un complément du nom loup, une bête solitaire et sauvage. Ce sont des moyens qui permettent de décrire le lieu. La position. Exemple, le lieu, ce majestueux grand félin. C'est-à-dire, on met en valeur l'animal ou bien l'objet ou bien la personne ou bien le personnage décrit en utilisant la position, la mise en apposition. C'est un procédé qui consiste à mettre en valeur la chose qui est décrite, puis vous avez la description par la suite. On utilise également des figures de style, comme les comparaisons, les métaphores, les personnifications, l'hyperbole, etc. Les plans également, elles sont souvent utilisées dans les textes descriptifs, comme il y a un ordre de la description, c'est-à-dire on peut décrire du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien encore du général au particulier, ou bien les détails, ou bien du particulier au général. On a aussi ce qu'on appelle les plans, c'est-à-dire on peut passer d'un plan à un autre. Ce sont des techniques de la description, comme le gros plan, l'arrière-plan par exemple, le premier plan, c'est-à-dire on essaye, si vous voulez, de zoomer ou bien d'approcher la personne ou bien le personnage qu'on veut décrire, de le mettre en valeur. C'est comme si on utilise une caméra pour par exemple zoomer justement la caméra pour mettre en valeur par exemple les traits du visage d'un personnage quelconque. Ou bien vous avez le plan panoramique, c'est-à-dire la vue générale par exemple d'une ville, etc. Puis vous avez également l'expression des sentiments, c'est-à-dire on utilise des commentaires, des jugements dans le texte descriptif pour exprimer des sentiments, pour admirer ou bien pour valoriser ou bien pour dévaloriser. Il y a également, voilà, donc vous avez l'emploi du lexique ou bien du champ lexical mélioratif ou bien péjoratif, c'est-à-dire un champ lexical qui permet ou bien de valoriser ou bien de dévaloriser. Alors pour les genres de textes dans lesquels on peut trouver la description, il y a par exemple le portrait, il y a le guide touristique, il y a la publicité, les fiches techniques, les dépliants, les ouvrages scientifiques, ou bien l'insertion de la description dans un roman, c'est-à-dire dans un roman ou bien dans une nouvelle, même s'il s'agit de textes narratifs, le récit, on peut insérer la description justement dans ce genre de texte. C'est-à-dire on fait une sorte de pause dans laquelle on essaie de mettre par exemple en valeur ou bien on décrit un personnage ou bien un lieu de l'action, etc. Donc là, vous avez un exemple de texte descriptif dans lequel vous avez certains de ces moyens que nous avons évoqués ci-dessus. Donc je repartis un mardi matin. Donc déjà, on a commencé par la narration. Je repartis, c'est l'emploi du passé simple. Donc c'est le récit. Mais juste après, vous avez la narration. Un mardi matin. Le jour pointait à peine. 1 heure après, j'étais au bord de la rivière. Quelle splendeur! L'onde était devenue limpide et le bleu d'un ciel vif lavé où le vent poussait en riant deux petits nuages, se reflétait sur ces eaux claires qui d'un grand mouvement fuyaient vers un horizon de collines.
Le terrible courant central, crêté de noir, ne troublait plus ce miroir lisse. La rivière riait entre ses rives, colorées de rose par le jour qui se levait. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez plusieurs couleurs. Donc on a essayé de marquer la chose qui est décrite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décrit. Donc là, vous avez le jour, l'onde, ils sont colorés en rose. Donc on décrit le jour, on décrit l'onde, le vent, les eaux, le ciel, les nuages, mouvement, le courant, la rivière, les rives et le jour. Ensuite, vous avez les moyens utilisés pour décrire. Ils sont colorés en bleu, donc, ou bien en bleu ciel. Pointé à peine, vous avez bleu, vous avez vif, lavé, il poussait en riant. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez des adjectifs, vous avez des figures de style. Il poussait en riant. Le vent qui rit, donc le vent ne peut pas rire. Donc là, vous avez une caractérisation d'un être humain qu'on a associé au vent. Donc, c'est une personnification. Vous avez aussi petit, refléter, clair, grand, fuyer. Donc là, ce sont des verbes qui sont conjugués à l'imparfait, mais ce sont des verbes descriptifs. Horizon de colline, le terrible, terrible, central, crêté, noir, troublé, etc. Puis vous avez la couleur grise qui marque les indicateurs de lieu et le temps, c'est-à-dire les indicateurs spatio-temporels. Mardi matin, c'est le temps. Une heure après, c'est le temps. Au bord de la rivière, c'est le lieu. Vers, c'est toujours la rivière. Donc, vous avez juste après ces moyens-là qu'on a utilisés pour décrire dans ce texte. Donc, moyens utilisés pour décrire, on a des adjectifs limpide, bleu, vif, lavé, petit, clair, grand, crêté, lisse, coloré. Vous avez ensuite des métaphores, le ciel lavé, ces eaux claires fuyaient, les eaux qui fuient, donc vous avez le verbe fuir vers un horizon de colline, donc c'est une métaphore. Vous avez le courant central crêté de noir, c'est toujours une métaphore, crêté. Le courant ne troublait plus ce miroir lisse, c'est-à-dire le miroir, c'est la surface des eaux. Donc, elle est lisse, c'est comme un miroir qui reflète, par exemple, la lumière, etc. Puis, vous avez des personnifications. Le vent poussait en riant. Donc, le vent qui rit. Donc, le vent, bien sûr, ne peut pas rire. Donc, c'est une personnification. Caractérisation d'un être humain. Deux nuages. Puis, vous avez la rivière riait entre ses rives roses. Puis, vous avez les localisateurs ou bien les indicateurs de lieu au bord de la rivière. Nous avons ensuite vers, central, la rivière, entre ses rives. Donc là, ce sont des indicateurs de lieu ou bien de l'espace. Les temps verbaux, vous avez l'imparfait, donc vous l'avez remarqué tout à l'heure. Puis vous avez quelle splendeur, donc c'est une phrase exclamative qui permet d'exprimer un sentiment d'admiration. Ensuite, vous avez un autre texte, mais cette fois-ci qui est un portrait. C'est le portrait d'un personnage qu'on peut trouver dans un récit. Donc là, c'est une pause descriptive ou bien l'insertion de la description dans un récit. Donc là, Maître Poiré arriva. Donc là, et vous avez la présentation. Voilà comment on insère la description dans le récit. C'est un paysan d'une soixantaine d'années. Il était grand et légèrement voûté. Il était complètement chauve. Ses sourcils épouvantables envahissaient presque son front. Il avait deux yeux fixes, un nez crochu et des lèvres cachées sous sa moustache grise. Ses mains rudes et ridées donnaient la preuve de son travail acharné. Il portait à la main une valise presque aussi vieille que lui. Ensuite, sa femme le suivait. C'était une vieille paysanne, grosse comme un tonneau, à l'allure lente. Elle marchait en boitant à cause de son gros ventre qui ressemblait à une barrique. Ses joues étaient rouges comme des tomates, mais ses yeux ronds et aussi purs que de l'eau montraient l'innocence de la bonté des paysans. Donc là, vous avez deux couleurs. Donc on a essayé de marquer les moyens qui permettent de décrire et bien sûr le personnage qui est décrit. Donc Maître Poiré et sa femme. Donc c'est une paysanne d'une soixantaine d'années, donc c'est une information. Puis on décrit le personnage. Grand, il est légèrement voûté, il a des sourcils épouvantables qui envahissaient son front, les yeux fixes, nez crochu, etc.
Et vous avez la même chose pour la deuxième partie de cette description dans laquelle on décrit la femme de ce personnage. Donc là, vous avez deux exemples et comme vous pouvez le remarquer, en faisant la description d'un personnage ou bien le portrait d'un personnage, il n'y a pas, par exemple, les indicateurs spatio-temporels parce qu'il s'agit d'un être humain. Il n'y a pas, donc, c'est-à-dire, quand il s'agit d'un lieu et un objet ou bien un animal, etc., vous n'avez pas forcément les mêmes moyens. Mais on a souvent recours aux adjectifs, aux figures de style, etc. Et bien sûr, les moyens changent ou bien les outils utilisés pour décrire changent en fonction du changement du personnage ou bien du lieu ou bien, c'est-à-dire tout dépend de la chose qui est décrite. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une ville, etc., etc. Donc, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite encore une fois une très bonne chance et à très bientôt. Et j'espère que vous avez bien profité de ces vidéos-là et vous les avez bien compris. Au revoir et à bientôt.